ils sont partis, Frédéric? Oui. Ils sont partis au toilette. Ils sont partis aux toilettes. Je leur laisse là-bas? Je leur laisse? Ben, je vais pas mes lunettes, alors je te le dis. Bien, puisque nous sommes diffusés mondialement, je déclare cette séance ouverte et je vous propose de faire l'appel avant même que nos conseillers jeunes nous rejoignent, puisqu'ils font partie, merci, du programme ce soir. Alors, Frédéric Bessé est présent, Laurent Tarassi, Marielle Ernoux va arriver, Stéphane Hautecoeur absent, pouvoir à Christelle Terre. On a comme d'habitude les documents qui le prouvent. Marielle est arrivée. Marielle Ernoux, présent. Ah, voilà. Donc je disais, Estelle Sueur absente de dernière minute pour des raisons familiales impérieuses, donc pouvoir à Marielle Ernoux. Jean-Michel Mazet absent excusé, pouvoir à Laurent Tarassi. Christelle Terre, plus fort. Très bien. Sébastien Roth, absent excusé, pouvoir à Éric Muller. Jean-Paul Raucourt, Éric Muller. Eva Salvador, Marie-Annick Laroche, Sylvie Poyet, Valérie Véron, absente excusée, pouvoir à Fabiola Basselin, qui est appelée maintenant Fabiola Basselin, Sandrine Marsal, Brigitte Dubois-Lombard, Renaud Pradinck, Jérôme Jean, Caroline Legros-Humblot. Je n'ai pas entendu. Laurent Salier, absent excusé, pouvoir à Renaud Pradinck. C'est la filière du quartier des Danny Bourguignon. Christine Delafosse, Sébastien Boguert, Magali Brugalski, Frédéric Bettencourt, Michel Levert, pas de nouvelles, Pascal Ribouillard non plus. Nous sommes donc présents. 3. Nous sommes, donc je fais en même temps une leçon d'instruction civique. Nous sommes 17 présents et en plus, merci, nous avons des pouvoirs qui sont au nombre de 6. Ce qui fait que nous sommes 23 votants, mais les présents, c'est ce qui sert à déterminer le quorum, c'est-à-dire il faut qu'il y ait plus de la moitié des élus qui soient présents, et nous sommes 27 élus, et donc le quorum est à 14, et nous sommes 17. Voilà. Alors, la première décision d'un conseil municipal à chaque fois, c'est de désigner volontaire un secrétaire de séance qui va réviser avec moi la note de synthèse, plutôt le compte-rendu du conseil municipal qui est préparé par les services. Y a-t-il des volontaires? Pas de peau, tu es plus près de moi, donc c'est sur toi que ça tombe. Comment ça? Non, je ne l'ai pas vu. Christelle Terre est candidate. Y a-t-il des oppositions à sa nomination brillante? Je n'en vois pas. Bon, merci à elle. Je vous propose de vous pencher longuement sur le très beau procès-verbal de la dernière séance qui était le 1er juillet dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce document que vous avez reçu, bien sûr, il y a 5 jours? Je le dis aussi pour les membres du Conseil de jeunes, les documents doivent être envoyés 5 jours ouvrés avant une séance. Pas de remarques?
Y a-t-il des votes contre ce compte rendu? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et puis avant même de regarder les sujets, je dirais, un peu plus fondamentaux, puisque le conseil municipal me donne un certain nombre de pouvoirs, mon premier devoir, c'est de lui rendre compte de ce que je fais entre deux séances. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ce que je vais dire, mais il y a au moins 4 décisions qui ont un impact financier, puisque nous avons remplacé le système d'alarme anti-intrusion et le système de contrôle d'accès dans un certain nombre de bâtiments municipaux. Il y a une phase 2 qui correspond au gymnase Jean Massé, qui est à côté, et nous demandons 50% de notre dépense qui est estimée à 7 800 € et quelques, 50% demandés au conseil départemental de l'Oise. Et donc, c'est une décision que j'ai signée de solliciter le soutien du conseil départemental. Ça, c'était le 2 juillet dernier. Le 25 août dernier, nous avons prolongé, j'ai accepté de prolonger le contrat de location qui est signé dans un bâtiment municipal qui est avenue de la Commune de Paris, avec une société de la commune qui s'appelle Trinergie. Nous le prolongeons jusqu'à ce mois-ci pour l'utilisation de logements, mais en fait l'utilisation temporaire de ce bâtiment pour leurs locaux professionnels. Et ils vont très rapidement se déplacer dans le nouveau quartier des Trois Étangs où les attendait un local tout neuf. Ensuite, j'ai le 25 août dernier, le même jour, fixé le montant de redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Alors, ce n'est pas une très grande richesse que nous confie Enedis, puisque nous parlons de 1 000 € chaque année. Heureusement, nous avons d'autres ressources qui sont liées au réseau et qui sont intégrées dans le budget pour une plus grosse somme. Et enfin, petite somme également, nous avons demandé le soutien du conseil départemental pour financer les interventions des professeurs de l'école de musique en milieu scolaire qui ont représenté un coût de 12 000 €. Ça s'intègre dans l'ensemble des dotations ou des financements que nous avons budgétés pour le monde scolaire. Et en fait, nous pouvons nous faire aider par le conseil départemental pour ces interventions qui, je vous le rappelle, se déroulent dans les 19 classes maternelles et élémentaires, et ce pour 1 heure par semaine dans chaque classe, sauf les maternelles qui ont un petit peu moins, bien entendu. Voilà ces quelques décisions. Y a-t-il des remarques sur ces sujets? Je n'en vois pas. Alors, nous accueillons avec plaisir en face de nous, et c'est une grande salle, donc on aimerait être plus proche, mais il faut que vous preniez comme ça la mesure de tout l'intérêt qui est autour de vous, vos parents que je remercie et tous les élus, et puis au-delà de nous, donc la population. Nous accueillons les membres du conseil municipal de jeunes qui vont nous présenter l'avancement de leur projet. Je leur précise, parce qu'après, il est possible qu'ils nous quittent pour ne pas trop retarder leur heure de coucher, qu'après eux, il y aura une quinzaine de points et que j'espère que vous pourrez les regarder en rediffusion, comme on dit en bon français, sur le site internet, puisque le service communication ici présent organise cette rediffusion. Il y a même ce qu'on appelle un chapitrage. Si un seul sujet vous intéresse, vous pourrez aller directement dessus. En tout cas, je remercie donc tout le monde d'être là, et notamment les 2 maîtres et maîtresses de cérémonie qui sont Christelle Terre et Jean-Paul Roucourt. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut expliquer comment ça va se passer à partir de maintenant. Et je précise d'ailleurs, et ça c'est un point très important au niveau citoyenneté, que en théorie, le conseil municipal ne peut donner la parole qu'à des conseillers municipaux, mais que bien entendu, et nous le faisons avec plaisir, je peux suspendre la séance, c'est ce que je vais faire, pour que des non-élus
du conseil municipal d'adultes puissent parler. Donc déjà, les deux élus adultes qui veulent... Bien. Allô? Si. Bien. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Plus près. Alors, merci, monsieur le maire, dans un premier temps, pour la confiance que vous avez auprès des jeunes. Nous savons l'intérêt que vous portez à l'écoute de la jeunesse. Alors, j'en profite pour remercier tous les services de la mairie. Tous les services de la mairie ont reçu l'ensemble des jeunes du CMJ pour leur montrer le fonctionnement de la mairie et le rôle de chacun. Alors, une mention spéciale pour le service de la communication, parce qu'on travaille énormément avec la communication pour l'élaboration des affiches que vous avez pu voir dans les panneaux d'affichage qu'avait fait le premier mandat. L'information qu'il y a aussi dans le bulletin municipal, les flyers, voilà, donc on a beaucoup travaillé, ils ont beaucoup travaillé avec le service communication. Alors, comme vous le savez, le CMJ se réunit tous les mercredis pour travailler sur leurs projets. Alors, j'ai bien dit leurs projets, car c'est eux qui les ont choisis. Et enfin, je vous demanderai à toutes et à tous de votre indulgence, car il n'est pas facile pour eux, malgré les répétitions, de prendre la parole devant vous. Voilà. Donc là, chaque groupe va nous présenter le travail qu'ils ont fait, leur projet. Merci. Supplémentaire ? Un mot supplémentaire et après ça va être à vous. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais tout d'abord remercier les jeunes qui quand même s'investissent énormément. Leurs projets, ce sont des projets qui leur tiennent vraiment à cœur. Ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Je rejoins Jean-Paul pour remercier tous les services, notamment la com, qui a fait quand même pour nous un énorme travail. Donc il faut vraiment les saluer. Et puis il faut, et aussi, comme dit Jean-Paul, être indulgent. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont prendre la parole en public. Ils sont très stressés, mais je leur répète, ne stressez pas, tout va bien se passer. Et maintenant, on vous écoute. On va commencer par le premier projet. Bonsoir, je m'appelle Lou. Bonsoir, je m'appelle Malice et nous vous présentons le projet à la sensibilisation à la sécurité routière. Nous avons créé des affiches avec l'aide du pôle d'éducation, jeunesse et sport, avec l'aide de la police municipale et du service de communication. Nous avons affiché des affiches sur les panneaux de la commune. Les affiches ont été diffusées sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et le site de la ville. Nous avons créé d'autres affiches sur la sécurité routière qui ont été installées dans les panneaux d'affichage du collège. Nous allons intervenir dans les classes de 6e au collège. Et prochainement, nous voulons intervenir dans les écoles élémentaires. Nous voulons remercier Madame Solek, la police municipale, le pôle d'éducation, jeunesse et sport et le service de communication. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir, je m'appelle Kenza et aujourd'hui je vais vous présenter notre projet sur la sensibilisation à la nature par Emeraude, Elena, Alice, Gabriel et moi-même. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous sommes très contentes de vous présenter notre projet sur la sensibilisation à la nature.
Le but était de faire passer un message important pour protéger la planète en s'amusant. Pour cela, nous avons créé un jeu de cette famille et un jeu de mémoire sur la nature et les animaux. On a été chercher des images sur Google, les avons mises sur un ordinateur et les avons imprimées pour pouvoir jouer. Nous avons aussi fait des affiches à la main sur la pollution, la déforestation et le gaspillage. On les a envoyées à une dame de la mairie, Charlotte, du service communication, qui nous les a refaites à l'ordinateur. Ensuite, on les a affichées dans le panneau de Saint-Loup. Ce projet nous a appris à travailler ensemble, à être créatifs et surtout à comprendre que chacun peut faire un petit geste pour protéger la nature. L'avenir est à nous, l'avenir nous appartient. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir, je m'appelle Mohamed. Il y a dans notre groupe Clément, Kyle, Clément et Noah. Nous allons vous proposer le projet du Lup Rose. Nous voulions vous faire une cause caritative car nous trouvons qu'il est important de lutter contre le cancer du sein et d'autres maladies. Au début, nous avons commencé par faire un parcours, puis nous l'avons perfectionné et nous avons contacté les pompiers et la police. Ensuite, nous avons contacté la Ligue contre le cancer. Après cela, nous avons commandé les goodies et nous avons contacté le service communication pour faire les affiches. Nous avons aussi été distribuer les arrêtés pour la course dans les boîtes aux lettres. Le jour même, nous sommes arrivés tôt pour flécher le parcours, puis nous avons préparé les stands et accueilli les coureurs. Ensuite, nous avons mené l'échauffement, tous les coureurs se sont inscrits et ont déposé leurs dons. À la fin de la course, nous avons distribué une collation que nous avons nous-mêmes choisi. Nous avons récolté 1 523 €. Merci de votre attention. Bonjour, nous voulons vous parler de notre projet qui est le basket 3-3. Nous voulons faire un basket 3-3 pour divertir les habitants de Saint-Leu. Nous vous proposons de l'installer au parc de la Garenne. Nous avons vu que certains constructeurs qui nous ont demandé où nous voulions l'installer et ce que nous voulions ajouter. Ils nous ont montré des échantillons de différents terrains de basket. Merci de votre écoute, merci pour tous les services. Bonjour, je m'appelle Laurine Leroux. Nous avons pour projet de faire une collecte de sang car nous trouvons que c'est un geste de citoyenneté et il manque toujours de sang dans les hôpitaux. Nous avons donc pris contact avec Madame Storm, qui est chargée de communication à l'établissement français du sang, qui nous a demandé de faire un sondage auprès de la population, que nous avons fait avec 151 réponses, dont 148 positives. Ces réponses nous ont motivés. Merci pour tous pour tous ceux qui nous ont aidés pour tous les projets et merci à la communication. Merci à tous. Un nouvel applaudissement pour tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Alors,
Je voulais donc vous féliciter, mais ce n'est pas une surprise pour la qualité de la présentation et de la synthèse, parce que vous avez su résumer parfaitement des travaux qui sont longs, approfondis et qui, dans certains cas, vont devoir se prolonger encore jusqu'à la fin de votre mandat. On voit aussi, et je parle sous le contrôle de mes collègues qui pourront compléter s'ils le souhaitent, que vous avez su vous positionner sur des sujets tous aussi importants les uns que les autres et qui renvoient d'une part à la sécurité, d'autre part à la santé, troisièmement à la nature et enfin au sport. Il y a 2 projets sur la santé. Si on prend à la fois la course colorée, enfin les courses caritatives et le don du sang en fait. Donc ces 4 grands thèmes sont absolument fondamentaux pour notre vie ensemble. Dans une petite ville comme la nôtre, il faut pouvoir travailler sur ces sujets tous ensemble. Vous le faites. Vous avez bien rappelé que vous avez dû travailler d'abord entre vous, puis avec les adultes, puis avec les services de la ville, et dans certains cas avec des partenaires extérieurs, notamment ceux qui vont, j'espère bien, organiser ici, peut-être ici même, je ne sais pas si vous avez choisi les lieux, le don du sang en fait. Donc tout ça, c'est, j'en suis sûr, et en tout cas je l'espère, un grand apprentissage pour vous que les choses ne sont pas faciles. Voilà. Ça n'empêche pas de travailler pour les atteindre. Au contraire, c'est beaucoup plus satisfaisant de travailler sur des sujets difficiles. Et en plus, je vous confirme que tout ça nous est utile à la ville. Je reviens en un mot sur chacun des 4 sujets. Sur la sécurité routière, Saint-Leu, c'est à la fois une ville, centre-ville, avec des routes départementales très fréquentées, et puis des quartiers résidentiels plus calmes, et même une partie dans les champs et dans les forêts qui sont franchement calmes. Et c'est ça ce dont il faut se souvenir, quand bien sûr vous rappelez aux uns et aux autres de faire attention à chacun et de rouler en sécurité, que ce soit avec des 4 roues ou des 2 roues. Donc ça, c'est très utile. Sur la nature, évidemment, préserver la nature, et encore une fois, la nature à Saint-Leu, c'est 3/4 du territoire qui ne sont pas peuplés et notamment pas habités en logement. Donc c'est pas le cas de toutes les communes. On a de grands espaces agricoles et forestiers, et on a les espaces verts le long de la rivière. Donc redire qu'il faut protéger cette nature, c'est très bien de le dire et de donner des exemples concrets pour le faire. Sur la santé, donc comme je l'ai déjà dit, à la fois le rappel des maladies qu'il faut encore combattre et du fait que c'est un grand exemple de solidarité de donner son sang, c'est très important également. Et puis le sport, et vous avez compris que même quand il s'agit d'organiser des futurs loisirs qui vont j'espère, donc s'ajouter avec un équipement qui s'ajoutera à tous ceux dont vous pouvez déjà profiter, et bien tout ça n'est pas simple. Il faut trouver le bon endroit. Vous en avez visité plusieurs, je le sais. Vous vous êtes rendu compte que c'était pas si évident dans certains endroits. Nous avons la chance d'avoir ce grand espace vert du parc de la Garenne, et vous y avez posé vos convoitises, donc c'est bien. Et vous voyez aussi, pour en finir, qu'il faut donc rédiger ses besoins, parce qu'autrement on peut partir dans tous les sens, les exprimer, les confronter avec d'une part ce que savent faire des fournisseurs, mais il faudra tôt ou tard mettre les fournisseurs en concurrence, comme on dit, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Ça veut dire le meilleur équipement pour un prix qui ne soit pas trop difficile à supporter. Et puis bien sûr, quand les études seront finies, il faudra dans les toutes prochaines années pouvoir discuter pour intégrer ce projet dans ce qu'on doit mettre dans notre budget. Le mot budget est un terme d'actualité. Normalement, nous, on le vote à l'heure. Voilà, notre budget.
Voilà, en tout cas, la manière dont je voulais résumer tout ce que vous avez présenté et tout ce que ça provoque chez moi, en tout cas, de satisfaction et d'encouragement à continuer vos futurs travaux. Voilà, merci encore à tous. Est-ce que d'autres élus voulaient ajouter quelque chose? Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, quand on regarde tout ce qui se dit à la télé, tout ce qu'on voit sur Internet, tout ce qu'on lit dans les journaux, ça peut paraître super inquiétant, en fait. Le monde va mal. Et je rebondis sur ce qu'ont dit Christelle et Jean-Paul. En fait, vous avez choisi vos projets. Et c'est juste incroyable parce qu'en fait, quand on voit les projets et les thèmes sur lesquels vous êtes allés, le respect des autres avec toutes les affiches que vous avez pu faire et qui vont sur différentes thématiques, et ça c'est super important, les règles, respect des règles et tout ça, vivre ensemble. La nature, respect de la nature. Après vous êtes allé sur la partie entraide, solidarité, avec la course caritative contre le cancer, avec la collecte du sang. Puis après vous êtes allé sur le sport, avec le basket 3-3. Ça c'est plein de valeurs le sport, hein. Je pourrais en décrire des tonnes et des tonnes, parce que je suis un grand fan, mais c'est le dépassement de soi, c'est gagner, perdre ensemble et l'accepter. Enfin, c'est plein de bonnes valeurs le sport. Donc finalement, vous nous avez redonné un petit coup d'espoir là. Moi je suis super content, parce que en ce moment je suis un peu inquiet. Donc merci pour tout ça. Vous avez tous remercié la com. Alors comme je suis l'adjoint à la com, j'en prends un petit peu, mais je n'y suis pour rien du tout. C'est surtout Elisabeth qui est la directrice de la com qui est juste devant. Mais du coup, c'est à moi peut-être de remercier l'autre service qui s'occupe de vous, c'est le service EJS. Et donc pour le coup, c'est Quentin, c'est Kelly qui sont dans la salle, là, juste là-bas. Et puis c'est aussi Isabelle, la directrice du service. Donc merci pour tout ça, pour vous occuper si bien de nos jeunes qui ont plein de bonnes idées et qui nous redonnent l'espoir. Merci Laurent Tarassi. Madame Mernou. Moi, je voulais alors déjà vous remercier pour tout ce que vous faites et je voulais aussi m'excuser parce que vous êtes passé au service solidarité un mercredi et pas de chance, on partait sur une urgence sociale. Ça nous arrive quelquefois. Donc, je vous ai reçu un petit peu à la va-vite, à mon goût. Je n'ai pas aimé vous laisser en plan comme ça. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, de revenir un mercredi en début d'après-midi. On cale ça on verra avec le service pour vous donner un rendez-vous et que je puisse pouvoir vous recevoir dans de meilleures conditions. Voilà, et merci encore. Merci à tous. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, je considère qu'on peut donc officiellement reprendre la séance, mais vous avez vu que ça ne faisait pas beaucoup de différence quand elle était suspendue. Et à nouveau, merci et bonne fin de soirée. Et merci à nouveau aux parents de vous avoir soutenus, accompagnés et jusqu'à ce soir. À bientôt. Alors, on va continuer l'ordre du jour qui passe par le point 5, qui est la mise en place d'une charte de modération sur les réseaux sociaux, puisque nous voyons, mais vous pouvez rester d'ailleurs, si certains peuvent faire du covoiturage et rester, nous voyons que le respect passe aussi par une attention portée à nos réseaux sociaux et au fait qu'il n'y ait pas trop d'excès. Est-ce que Laurent, adjoint à la communication, veut présenter ce sujet ? Merci Frédéric. Donc on reste sur la thématique du respect avec ce point numéro 5. En fait, petit à petit, là, depuis de nombreuses années, tout ce associé à la liberté d'expression qui a été défendue très tôt, il a fallu fixer forcément des règles et des limites légales, notamment pour encadrer tout ce qui est diffamation, injure, incitation à la haine, etc. Un peu plus tard, avec le développement de tout ce qui est communication électronique, il a fallu aussi définir des responsabilités
notamment vis-à-vis des éditeurs et des hébergeurs de contenu numérique. Et puis un peu plus tard, avec tout ce qui est Parlement européen, on s'est penché sur tout ce qui est traitement des données à caractère personnel, donc le fameux RGPD. Donc en fait, tout ceci crée une norme juridique très très forte. Et puis il se trouve qu'à Saint-Leu-d'Esserand, on a aussi des réseaux sociaux que l'on fait vivre, que le service communication fait vivre. Donc on en a 3 essentiellement, Facebook, Instagram et YouTube, qui ont pour objectif d'informer la population, de valoriser les actions municipales et de favoriser les échanges entre administrés, avec les administrés. Pour info, des petits chiffres, fin septembre, il y avait 4 594 abonnés Facebook, 1 259 abonnés Instagram, et le site a été visité au mois de septembre 47 606 fois. Donc c'est beaucoup quand même. L'idée derrière la création de cette charte, c'est bien sûr de fixer un cadre clair et transparent afin de garantir un espace d'expression respectueux, conforme à la législation, on vient d'en parler, protecteur pour les habitants, les agents et les élus municipaux. Donc il y a une petite charte que vous avez eue tous en pièces jointes. Je vais vous en dire 2 mots pour bien sûr synthétiser. Déjà, cette charte, il y a un côté sympa, c'est qu'elle implique les gens qui vont utiliser nos réseaux sociaux et qui vont s'exprimer dessus. Et il est tout de suite dit dans l'introduction qu'en aimant, vous savez, les petits clics qui vont bien là, le petit pouce et le petit cœur, en commentant ou en interagissant avec nos contenus, vous acceptez de respecter les principes de cette charte à chaque interaction. Donc il n'y a pas de signature, mais à partir du moment où on commence à communiquer sur nos réseaux sociaux, ça veut dire qu'on adhère à la charte. Ça, c'est quand même un point fort. Après, il y a des bonnes pratiques à adopter. Alors les jeunes sont partis, c'est un peu dommage, parce que c'est rigolo. Un des premiers points, c'est utiliser un langage accessible, sans abréviation excessive, ni langage SMS. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais des fois, c'est un peu compliqué les SMS qu'on reçoit. Donc voilà, le but, bien sûr, derrière tout ça, c'est d'utiliser les mots qui permettent de faciliter la compréhension. Je ne vais pas aller plus loin sur les bonnes pratiques. Bien évidemment, il y est fait référence aussi à la courtoisie et à une argumentation calme, si possible. L'idée étant vraiment de partager des idées. Le service communication fera office, bien sûr, de modérateur de tous ces réseaux sociaux. Et en termes de modérateurs, ils seront capables parfois de supprimer ou de masquer tout commentaire qui ne respecterait pas la charte, et cela sans préavis. De la même façon, sur certaines publications, parfois, il pourra être désactivé ou restreint temporairement la possibilité de commenter pour éviter justement des débordements lorsqu'il peut y avoir des communications, on va dire, à caractère sensible. Et puis, si jamais certains participants ne respectaient pas les règles, et ça de façon répétée, les utilisateurs pourraient être temporairement ou définitivement exclus des pages officielles de la ville. Bon, bien évidemment, ce n'est pas l'objectif. À chacun de prendre ses responsabilités. Et justement, il y a un petit chapitre dans cette charte sur les responsabilités. Il est bien répété que les propos qui sont partagés par les utilisateurs sur nos réseaux sociaux n'engagent que leurs auteurs. La ville de Saint-Leu-d'Esserand n'est pas responsable de ce qui est écrit dessus. À chaque écrivain, artiste, d'être responsable de ses écrits. Voilà. Donc, bien évidemment, je reviens sur la partie administrative du conseil municipal. Nous devons délibérer donc de la validation de cette charte, bien sûr, d'autoriser Frédéric à signer cette charte. Et puis, pour info, elle sera disponible sur le site internet de la ville, bien sûr, accessible à tous. Merci Laurent, c'est parfaitement clair, puisqu'effectivement, de nos jours, on parle souvent de modérateurs sur certains réseaux. Encore faut-il que les modérateurs sachent la charte qu'ils doivent appliquer, et là on a la référence. Donc on peut espérer que, même si nos réseaux sociaux actuellement ne sont pas spécialement attaqués, il y a d'autres sites pour ça, mais nous, ça reste calme et propice au dialogue. On peut espérer que ça continue, et notamment grâce à cet outil. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Frédéric Bettencourt. Qui fait la modération? C'est ça.
priori les services, mais ça doit pouvoir revenir aux élus s'il y avait un incident durable et particulièrement grave. Mais on peut suspendre la séance pour demander à la directrice de communication de répondre. Vous avez quantifié le temps que ça représente? Anecdotique, ouais. Okay. Non, je parle en général de revoir les publications, quoi. À moins que vous le fassiez peut-être déjà. Revoir les publications en général, vous le faites peut-être déjà. D'accord, ouais, donc ce ne sera pas du travail en plus, quoi. Alors, vous me donnez quand même... voilà, il y a un travail permanent de veille. Et vous me donnez l'occasion de redire ce que j'ai appris pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est que le nombre d'abonnés, de followers, comme on dit en bon français sur Facebook, atteint presque le nombre d'habitants de cette ville, c'est ça? Ça fait combien donc maintenant? 4600. Et également surprenant, sur Instagram, 1200, 1200, voilà, donc on partait de quasiment rien. Donc voilà, il y a un vrai travail de fond avec une régularité des publications. Je ne sais pas si l'adjoint à la com veut également préciser. C'est bon? Voilà, donc merci pour ce point. Y a-t-il donc des voix contre cette charte? Je n'ai pas rouvert la séance. Tu as raison. Je rouvre à nouveau la séance. C'est une séance très, très chahutée, pour une fois. Donc, je rouvre la séance et je mets aux voix. Donc, des votes contre, des abstentions. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au point 6 sur la tarification des droits de place des forains. Alors, comme Monsieur Mazet, grand spécialiste, n'est pas là, je vais m'y coller. En fait, nous avons trois types d'utilisation du domaine public lié aux activités économiques. Il y a ce qu'on appelle les terrasses, donc pour les cafés et les restaurants. Il y a aussi les maraîchers, comme ceux qui viennent le mercredi, le samedi et plus récemment le jeudi soir sur la place de la République. Et là, on est dans la troisième catégorie d'occupation du domaine public, c'est les forains de la fête foraine de fin juin. Et c'est spécialement sur ce point où nous avons une décision un peu administrative qui est de distinguer justement d'une part la régie pour le marché et d'autre part la régie uniquement pour les forains. Et c'est pour cette dernière que nous créons une régie distincte et utilisée uniquement pour les droits de place de la fête foraine. Et il faut donc, si vous le voulez bien, m'autoriser à faire toutes les démarches nécessaires, parce qu'il faut déclarer cette régie, nommer des régisseurs et que tout soit vérifiable, bien entendu, pour qu'il n'y ait aucun doute sur les utilisations de ces fonds. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ce point? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous sommes ensuite sur le règlement du marché de Noël. Vous savez qu'on essaye d'avoir, non pas des règlements pour tout, mais de cadrer quand même de plus en plus toutes nos activités. On a souvent dans l'année, notamment au Conseil de juin, des versions annualisées des règlements d'intervention sur les services à l'enfance, par exemple. En fin d'année civile, souvent, on reparle des règlements du cimetière. Et là, on est dans la création, je crois, d'un règlement sur le marché de Noël qui est nécessaire pour que chacun des exposants comprenne bien, là aussi sans forcément qu'il y ait eu des situations qui
qui justifierait individuellement ce document. Mais il vaut mieux créer le cadre avant qu'il soit trop tard. Donc nous rappelons que c'est la ville qui est l'organisateur, qu'un exposant doit absolument réserver un emplacement, que cette réservation est gratuite mais obligatoire par un bulletin d'inscription, vous savez, le papier. Voilà. Ensuite, qu'il y ait un chèque de caution qui sera rendu, évidemment, sauf s'il y avait un souci, que nous sommes responsables du bon ordre de cette manifestation et que les marchandises et les objets restent sous la responsabilité des exposants, ce qui n'est pas rien. Et que nous décidons de l'emplacement des exposants. Voilà, en gros. Est-ce que vous voulez bien valider la mise en place de ce règlement intérieur et me charger de veiller à la bonne application de ces clauses? Y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Pour le point 8, je vais passer la parole à Laurent Torzi. Merci Frédéric. Donc le point 8 aborde le sujet d'une personne, une ancienne résidente de Saint-Leu, qui en 2015 avait eu à payer 6 titres suite à des frais de cantine et de périscolaire pour un montant de 494,23 €. Néanmoins, il y a eu une commission de surendettement des particuliers de l'Isère, c'est-à-dire en fait la Banque de France, qui a pris la décision que voilà, il y avait un surendettement important et donc il y a une demande d'effacement de dette formulée par le service de gestion comptable de Senlis. Voilà, donc nous vous proposons d'accepter cet effacement de dette et puis la dépense correspondante sera imputée à un compte qui est prévu chaque année dans notre budget pour les quelques rares cas et petits montants qui sont de cet ordre-là. Donc c'est le compte 6542 créances éteintes. Voilà. Merci Laurent. En fait, les cas sont de plus en plus rares parce qu'il y a eu un travail de fond. Donc je remercie les élus concernés et les services. Je veux dire quoi? C'est que les services qui s'occupent les services administratifs s'occupent des services rendus à la population. Ce sont ceux qui sont en contact avec des familles qui peuvent avoir oublié ou des difficultés pour régler. Donc ce sont ces services qui évoquent à l'amiable des situations qu'on constate le plus tôt possible. Et il y a comme ça une petite série de rappels avec une insistance croissante. Et puis quand vraiment on se rend compte qu'il y a une difficulté pour payer, il y a un lien avec le pôle solidarité qui, lui, propose ses services. Et dans certains cas, on se rend compte que c'est ça la solution et qu'il vaut mieux contribuer avec une poche de la mairie à payer l'autre poche plutôt que de laisser entrer les familles dans une situation à la fois parfois de déni ou parfois d'absence de conséquences. Donc on responsabilise tout le monde, même si on n'entre pas toujours dans nos frais de cette manière. Mais globalement quand même, tout ça a abouti à faire diminuer très sensiblement le montant des créances totales que nous avions sur les familles et c'est satisfaisant. Voilà. Y a-t-il des remarques, des questions, des votes contre cet abandon de créances modeste et exceptionnel et des abstentions, je n'en vois pas non plus, donc je vous en remercie. Pour le point 9 qui est une décision modificative sur le budget 2025, je repasse la parole à Laurent. Merci. Donc effectivement, décision modificative numéro 2. En mars, nous avions voté un budget unique pour l'année 2025. Elle était suite à la modification de la nomenclature. On était passé à la M57, donc on avait de ce fait créé des autorisations de programme et crédits de paiement, les APCP, on appelle ça comme ça, et notamment pour tout ce qui est gros projets. Parmi les gros projets, il y a le travaux d'aménagement du quartier Jean Massé, auquel il faut associer bien évidemment, et on ne le dit jamais assez, la construction dans ce même paquet d'une nouvelle restauration scolaire pour les 2 écoles du bas, et c'est pas rien.
Et donc il y a quelques petites modifications associées à ça. En juillet, on avait fait une première décision modificative, la décision modificative numéro 1, et donc voici la deuxième. Alors les explications. Effectivement, pour ce projet Jean Massé, on a eu finalement moins de dépenses que l'on avait inscrites initialement au mois de mars. Notamment, on avait prévu de démolir à nos frais des petites structures comme l'abribus ou un garage, et en fait cela a été fait par le promoteur. On a donc économisé 27 000 euros. On avait prévu de créer une entrée pour l'école maternelle et qu'elle soit déplacée côté impasse du chemin de fer avec l'ouverture d'un mur sur la Sente. On ne l'a pas fait comme ça a été organisé autrement et du coup on a économisé 24 000 euros. On avait prévu aussi la création d'une allée piétonne qui n'a pas été réalisée parce qu'il n'y en a pas eu besoin. On a économisé 18 000 euros. Il y a des travaux qui vont être reportés en 2026, notamment la démolition de l'ancien bâtiment. Donc c'est 47 000 euros qui n'ont plus rien à faire dans ce budget-là et qui seront bien sûr remis sur le budget 2026. Il y a eu des coûts moindres que ce qui était prévu, notamment tout ce qui était mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, ce qu'on appelle l'OPC, ça a été pris en partie en charge par le promoteur, donc on a économisé 11 700 euros. On a payé moins cher la pose d'une clôture et d'un portail pour l'entrée de l'école maternelle, 5 000 euros d'économisés. Tout ce qui était construction et raccordement électrique de la nouvelle chaufferie, on a économisé 9 300 euros. Des dépenses réduites sur d'autres bâtiments qui nous ont fait économiser 7 000 euros. Il y a eu des petites dépenses supplémentaires, c'est là l'objet de l'ADM en fait. Ce qu'on économise, on le remet sur d'autres comptes, et puis du coup ça nous permet de faire des dépenses qui elles pour le coup sont nécessaires et qui n'avaient pas été inscrites. Alors quoi par exemple on a pu faire des réfections de trottoirs rue Salvador Allende, on a pu réaménager, refaire proprement un bateau sur un trottoir rue de Verdun, on a pu refaire toute l'entrée de la rue Charlotte Bachimon dans le nouveau quartier des Trois Étangs. Et puis on a pu mettre à neuf aussi 2 avaloirs rue Guy Moquet, ce qui va nous permettre derrière de lancer l'AXO et Suez pour faire les travaux nécessaires qui vont suivre. Donc tout ceci, ça coûte 27 500 euros. À l'école maternelle Jean-Baptiste Clément, on a eu pas mal de fuites ces derniers temps, et donc il y avait toute une canalisation à changer pour 19 200 euros. Nous avons eu à faire face aussi à des désagréments sur tout ce qui était signalisation et feu au niveau du monument aux morts, où on a eu longtemps des feux clignotants, voire plus de feux du tout. Donc remplacement de l'armoire des feux tricolores sur la RD 92, ça pour 12 000 euros. L'éclairage public, rénovation et des alimentations et coffrets des luminaires rue des Forges et Jean Moulin pour 10 500 euros. On a dû s'équiper en matériel informatique et téléphonique pour 5 800 euros, des licences des logiciels pour 4 800 euros. On a remplacé le photocopieur du pôle culture qui devenait vraiment très très vieux et donc les réparations trop onéreuses, c'était mieux d'investir. On a dépensé 1 200 euros. Suite aux chaleurs de l'été qui ont été assez contraignantes, alors de l'été et en fait un peu avant et un peu après l'été, il a fallu équiper et nos services et les écoles de ventilateurs et de climatiseurs, et ça a amené des frais à hauteur de 1 600 euros. On a refait complètement le sol de la salle du gymnase Pascal Grousset. C'est pas inclus dedans, c'était prévu au budget. En revanche, on souhaiterait que ça dure longtemps, et donc du coup on s'est équipé en dalles de moquette pour tout ce qui va nous permettre de faire derrière des événements tels que organiser les élections dans cette salle, c'est un petit peu les habitudes, et de façon à ce que les gens qui viennent avec des chaussures qui n'ont absolument pas l'air de chaussures de sport ne dégradent pas le sol. Donc ces dalles de moquette, ça coûte 10 500 euros. Donc voilà. Un autre point, c'est les charges de personnel. Charges de personnel qui ont un petit poil dépassé le budget, et notamment tout ce qui est remplacement d'agents en arrêt maladie. On n'avait pas prévu autant pour cette fois-ci, et tout ce qui était revalorisation de salaire et avancée de grade, c'est pareil, on n'avait pas prévu à cette hauteur-là. Donc il a fallu retrouver 30 000 euros pour cela.
Et puis, d'autre part, le dernier point, en termes de dépenses supplémentaires non prévues, c'est la mise en place du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités. En fait, c'est ce qu'on appelle le DILICO. Et ça nous a fait également une dépense à hauteur de 26 700 euros. Voilà, donc vous avez le tableau récapitulatif derrière qui reprend un petit peu toutes ces manœuvres-là et qui nous permettent d'avoir à nouveau un budget et d'avoir suffisamment d'argent dans les comptes qui le nécessitent. Voilà. Le Conseil est appelé en délibéré. Merci Laurent. Juste 2-3 commentaires à portée financière croissante, de portée financière croissante. Sur la voirie, on voit bien, et Laurent l'a bien précisé, les quelques opérations d'investissement que nous pouvons nous permettre. Il y a aussi tout ce qui est en fonctionnement en voirie, qui est également important. La semaine dernière, il y a eu par exemple une nouvelle technologie d'enrobé projeté qui a été utilisée pour faire une opération nid de poule sur une douzaine de rues de la ville. Ça s'est fait très rapidement en 3 jours et c'était plutôt satisfaisant. Et ça, c'est... alors celle-là, par contre, c'est du fonctionnement, de l'investissement, j'ai un petit doute. Ça reste fonctionnement aussi, mais c'est pas rien. Donc on va regarder si cette nouvelle technologie est plus efficace et plus durable que les technologies traditionnelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le fameux DILICO est doublement agaçant, puisque c'est d'abord un prélèvement qui nous a été imposé après le vote de notre budget, alors que jusqu'à cette année 2025, nous avions une visibilité de ce qui nous était demandé ou accordé par l'État avant le vote de notre budget qui est en mars. On pensait à ce moment-là que ce dispositif ne s'appliquait pas à nous et finalement il s'est appliqué à nous. Bon, et puis le deuxième agacement, c'est qu'on nous présente ça, on nous impose de classer ça comme une dépense, puisqu'en fait c'est une épargne forcée qui, d'après le système, nous sera rendue, mais pas cette année. Donc on peut quand même, avec un peu d'expérience, penser que c'est bien un prélèvement et donc un manque de recettes fiscales qui n'est pas une bonne nouvelle. Et puis le dernier point, c'est le projet Jean Massé, puisque non seulement on fait très attention à ce projet, et donc comme Laurent l'a très bien dit, quand on peut éviter certaines des dépenses qu'on avait envisagées, on le fait. Mais plus fondamentalement, on a par contre une dépense stratégique que j'ai signée en votre nom la semaine dernière, c'est l'acquisition du rez-de-chaussée d'un des bâtiments qui vont être construits et qui va nous servir pour abriter un nouveau restaurant scolaire. Donc je rappelle, s'il en était besoin en ce moment, où parfois les arguments se perdent, que ce n'est pas une volonté farouche de faire grandir le nombre de logements. C'est qu'à un moment où il y avait de toute façon un projet privé qui était prévu, nous avons requalifié ce projet en lui ajoutant 3 choses d'intérêt général. Premièrement, 4 commerces qui s'ajouteront à la façade commerciale qui existe déjà au bord de la départementale. Deuxièmement, ce restaurant scolaire qui nous permettra une approche pédagogique pour les enfants de l'élémentaire, c'est-à-dire un self, ce qui est possible dans le restaurant du haut de la ville, mais qui n'est pas possible et qui ne sera jamais possible avec le restaurant qu'on a actuellement. Et puis, et là c'est une ouverture pour ceux qui seront soutenus par la population plus tard, mais cette salle de cantine, ou ce bâtiment de cantine, ce rez-de-chaussée, permettra, si le conseil municipal en prend la décision, éventuellement de produire sur place les repas des enfants. Donc pour l'instant, la décision n'est pas prise, on est en train de la chiffrer, elle ne sera pas prise immédiatement, mais si on peut construire un rez-de-chaussée, donc je parle des travaux de seconde œuvre qui nous restent à accomplir,
qui n'insulte pas l'avenir en la matière, ce serait quand même une très bonne chose. Le sens de l'histoire est bien de chercher à produire de l'alimentation de qualité et des repas de qualité pour nos enfants, et ce nouvel espace le permet, alors qu'on n'aurait jamais pu, pour des raisons de manque de mètres carrés, le faire dans la cantine actuelle en fait. Troisième sujet, et c'est important, la sécurité, on en parlait tout à l'heure avec les jeunes. Ce nouveau quartier permettra de créer une boucle urbaine et aux parents donc de déposer leurs enfants le long de l'impasse du chemin de fer en s'éloignant de la départementale qui comporte quand même certains risques. Donc c'est un projet d'intérêt général que nous avons su bâtir en votre nom et grâce à vous à partir d'un projet privé qui autrement n'aurait comporté que des logements. Voilà, au cas où, encore une fois, tout cela se perdrait dans l'écume des polémiques, ce qu'il faut rappeler sans relâche sur ce projet. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ces points? Oui, Frédéric Bettencourt. Juste pour le reste. Oui, on t'entend. Si, c'est bon. Juste pour la restauration scolaire, qu'est-ce qui est prévu finalement? Parce qu'il y a quand même... On va avoir quelqu'un qui va vraiment faire la cuisine, ou c'est encore un contrat avec un prestataire qui apporte des plats tout faits? Alors, je ne sais pas si tu étais branché finalement. Je sais pas. Il faut qu'on te garde pour le... Merci, recommence. Ce sera comme ça pour le... Je vais faire attention. Là, oui, ça passe bien. Là. Oui, la question, c'était en termes de projet, parce que là, on fait une cantine, mais qu'est-ce qui est prévu derrière, avec effectivement, concrètement? Est-ce qu'on va faire les plats de zéro, ou est-ce qu'on achète quelque chose de tout fait? Alors, parce que c'est dû pour restauration, normalement, qui était dans les marchés. Et ça continue. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de décision de changement pour l'instant. Ce que j'ai rappelé, c'est que puisque nous allons faire construire un nouveau restaurant, si on en reste à l'organisation actuelle et que dans quelques temps, dans quelques années, on voulait venir à une production locale, on risque d'être frustré parce que le bâtiment ne le permettrait pas. Donc on veut justement bien prendre en compte les éventuels besoins. En fait, je n'ai pas une science complète, mais j'ai quelques souvenirs des réunions qu'on a eues sur le sujet. Il faut bien entendu une salle de production, une cuisine au sens strict du terme, plus grande que quand il s'agit simplement de réchauffer des plats qui viennent de l'extérieur. Et puis, il faut aussi une salle avec des appareils de lave-vaisselle qui sont mieux dimensionnés, puisque là encore, au lieu d'avoir ce qu'on appelle des gastronormes, donc des plats qui sont redonnés, j'imagine, aux prestataires, là, il nous faut de la vaisselle locale, en fait. Sans parler du stockage des fruits et légumes locaux et de tous les aliments. Donc, ça nécessite de bien vérifier qu'on a les mètres carrés et qu'ils sont bien organisés, en fait. Mais pour l'instant, la décision n'est pas prise. On veut juste ne pas avoir à regretter nos actions. Donc là, on est juste en train de caler l'organisation de l'espace. Et le système actuel reste en place. Donc c'est effectivement le prestataire, non pas Dupont, mais Convivio, depuis l'année dernière. Plus un certain nombre d'approvisionnements locaux que Eric Muller peut peut-être préciser. Bonsoir. Pour répondre à ta question, Frédéric, actuellement, sur la restauration qui se situe à JB Clément, on est dans un système un petit peu hybride. Effectivement, on est en liaison froide pour les plats principaux, les desserts, mais ce qu'on a mis en place là déjà depuis une bonne année, 2 ans, c'est un approvisionnement par notre maraîcher en local, un approvisionnement en légumes. Et nos préparateurs culinaires, on leur a acheté du matériel qui leur permet de préparer des entrées. Donc les entrées déjà à JB Clément sont déjà produites localement avec des légumes produits maintenant en haut de la rue du collège. Donc ça, on est vraiment, c'est comme je te dis, donc c'est un système un peu hybride. On y va progressivement et on peut imaginer effectivement le même système
en bas sur Jean Massé. Peut-être pas dans l'immédiat. Merci. Là, il y a ce système hybride est déjà en place en bas aussi. Les équipes font la même chose. Le rattrapage qui pourrait être envisagé, ce serait que l'ensemble de la ville, des enfants qui mangent au restaurant scolaire, mangent de la nourriture préparée localement, en fait. Ce qui se fait dans très peu de villes, parce que le sens de l'histoire, ça a été d'externaliser ces achats, de ne plus prendre en charge le risque sanitaire, de ne plus prendre en charge la certitude ou l'incertitude d'avoir le personnel tous les jours. Voilà, donc ça a été souvent pour des raisons de diminution des risques d'exploitation. Bon, voilà, si on repartait dans l'autre sens, ce sera après, éventuellement, avoir traité tous ces sujets pour être sûr que la continuité de service soit assurée tous les jours, ce qui est quand même la moindre des choses pour 350 repas par jour, en fait. Ça veut dire qu'il y a une partie du matériel qui ne sera peut-être pas acheté tout de suite parce que non utile. Exactement. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'anticiper la décision qu'on pourrait être amené à prendre. Parce qu'effectivement, de rien regretter dans 2-3 ans. Avoir quelqu'un qui fasse les plats, ça demande aussi une compétence qu'on n'a peut-être pas forcément en interne. Alors, le responsable de l'activité restauration a cette compétence indéniablement. C'est un ancien cuisinier qui a même été dans un resto étoilé, voilà, et qui avait fait une reconversion il y a plusieurs années. Donc, c'est notamment en le recrutant qu'on commençait à se dire, tiens, voilà des compétences nouvelles. Mais pour l'instant, il utilise déjà ses compétences à faire la préparation des entrées dont a parlé Eric, et il sait faire aussi des jus de fruits, enfin plein de choses. Et pour compléter ce que disait Eric, oui, effectivement, nos préparateurs culinaires ne font pas que des entrées. L'hiver, ils préparent aussi des soupes. Ils préparent souvent des jus de fruits, notamment pour certaines cérémonies. Au centre de loisirs, ils préparent tout un tas de plats avec les gamins. Donc ça, c'est un réel plus. Merci. Donc, y a-t-il d'autres questions sur cette décision modificative? Sinon, je la mets aux voix. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Si nous passons au point suivant, qui est le point 10. Donc on passe sur une séquence aménagement du territoire, rétrocession de l'impasse du Clos Vert. J'aimerais vous redonner l'historique des intégrations de voiries auxquelles nous avons procédé ensemble depuis quelques années, en fait. Il y a eu, alors pas forcément dans une chronologie complète, mais vous voyez les différents endroits de la ville. Il y a tout le quartier du Bas-Mettemont, à côté du collège, qui était une propriété dont les voiries étaient restées propriété d'EDF, de manière surprenante, jusqu'à il y a quelques années. Donc ça, c'est un gros morceau. Nous avons également repris les voiries de l'écoquartier, qui avait attendu plusieurs années entre 2014 et 2018, pour une raison qui m'échappe un peu. Nous avons également repris l'impasse de la Solidarité qui donne sur le début de la rue de Boissy. Voilà. Et donc maintenant, l'impasse du Clos Vert est dans le même lot. C'est-à-dire que souvent, les promoteurs privés, quand ils construisent une zone nouvelle, se voient imposer par une collectivité de faire une voie d'accès, mais dans certains cas, ces voies d'accès étaient restées privées. Ce qui, au début, semble une bonne affaire pour la ville de ne pas avoir à entretenir, mais ce qui, tôt ou tard, devient intenable, puisque les voiries se dégradent, les copropriétaires qui se cotisent se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire face. Et donc, il se pose logiquement la question de reprendre et d'intégrer ces rues dans le domaine public. C'est pour éviter cela que nous avons, au contraire, préféré accompagner des constructions privées, mais en prévoyant dès le début la rétrocession de voies dans le domaine public. C'est ce qui se fera
dans le projet Jean Massé, justement, avec une rue construite par le promoteur, mais qui nous sera rétrocédée, et qui permettra la boucle urbaine dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui se fait dans le petit ensemble rue Salvador Allende, qui est longé par une petite voie d'accès qui a été faite par le promoteur, mais qui nous est rétrocédée prochainement. Et c'est le cas également pour le quartier... alors, des Trois Étangs, vous avez raison, c'est un gros morceau, merci Monsieur Farou, c'est un gros morceau, dont les rétrocessions ont déjà été faites pour la partie déjà construite, donc les fameuses rues Charlotte Bachimon, Jim Morrison, pas dire Charlotte Morrison et Jim Bachimon, et la rue des Trois Étangs elle-même, comme le nom du quartier. Et puis je pensais à un quartier de la rue des Marguilliers, où également, même si c'est une petite impasse, on a donné le choix au promoteur. Par contre, évidemment, quand dès le début, une voirie est publique, elle n'appartient plus au seul riverain, et la norme commune s'applique, c'est-à-dire que les piétons peuvent y passer, peuvent flâner, voire se garer, et donc c'est une conséquence normale de rendre une rue publique dès le début, ce qui franchement est beaucoup mieux. Donc là, pour le clos vert, si je reviens à notre affaire, cette rétrocession, alors on parle de rétrocession de Vernoux en fait, a été acceptée récemment par le Conseil communautaire de l'agglomération, puisque dans le cadre des compétences de l'AXO, les réseaux souterrains d'eau et d'assainissement seront repris par l'AXO. Nous avons constaté également que c'est l'association syndicale du lotissement qui nous rétrocède pour un prix de 1 euro, je le précise, qui nous rétrocède la parcelle qui correspond à la voirie et un petit espace vert au bord de la rue du Clos Vert. Un linéaire de 100 mètres qui d'ailleurs s'ajoutera au calcul des linéaires de voirie qui nous permettent d'avoir une dotation globale de fonctionnement un peu plus importante, mais on sait bien de nos jours que c'est pas une richesse magnifique. Donc il vous est demandé d'accepter ce transfert et de m'autoriser à signer chez le notaire prochainement cette transaction, sachant que traditionnellement c'est la ville qui prend en charge les frais de notaire. Voilà sur ces points. Y a-t-il des remarques ou des questions, des voix contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, je vais également vous présenter le point 11 qui est notre avis sur le schéma de cohérence territoriale. Je vais faire court puisqu'il y a une très belle note préparée par les services, mais je voudrais vous donner un peu la synthèse de tout cela. Le SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, ce n'est pas exactement un super plan local d'urbanisme, parce que ça voudrait dire que nous serions sous tutelle, mais c'est quand même un contexte juridique que nous devons respecter, au sens où notre document du plan local d'urbanisme doit être compatible avec le SCOT. Et le SCOT, c'est quelle échelle? C'est l'ensemble de l'AXO, plus la communauté de communes du Lian-Courtois. Donc c'est un grand bassin de vie et le document, et c'est fait à la fois du SCOT, fait à la fois le diagnostic de cet espace, mais aussi fait un projet d'aménagement stratégique qui correspond un peu à notre projet à nous dans le cadre du PLU. Donc évidemment à une si grande échelle, les axes peuvent vous paraître d'une certaine banalité. On parle d'un territoire solidaire, on parle d'un territoire attentif au bien-être de ses habitants. Là, on parle des transports. Troisième axe, un territoire responsable au niveau de son capital naturel. Et quatrième axe, un territoire porteur d'ambition. D'ambition notamment sur la transition écologique, mais aussi l'attractivité économique. Évidemment, à ce stade, tous les territoires pourraient dire la même chose, mais c'est évidemment quand même un peu plus personnalisé. Il y a après un document d'orientation et d'objectifs qui est plus précis, y
compris un volet d'aménagement commercial et artisanal qui commence notamment à préciser ce qui est possible et ce qui n'est pas possible dans la zone commerciale de Saint-Maximin. Et puis, il y a des annexes beaucoup plus précises. Alors, on demande à chaque commune son avis. Donc, que peut-on dire, si vous le voulez bien? D'une part, que nous souhaitons que certaines précisions soient ajoutées. Donc, par exemple, dans le document d'aménagement commercial dont je viens de parler, on souhaiterait qu'il soit précisé que nous avons mis en place, peut-être d'une manière un peu pionnière, une taxe annuelle sur les friches commerciales afin de dissuader les propriétaires de laisser leurs locaux commerciaux à l'abandon et les inciter à les remettre sur le marché. Nous avons également demandé, nous vous proposons de mentionner dans notre avis que l'un des projets structurants, même s'il est à moyen terme de notre plan local d'urbanisme, dont je vous rappelle qu'il va se finaliser dans les prochains mois, puisque nous l'avons arrêté ici même ensemble et que nous attendons la fin des retours des partenaires administratifs et il y aura une enquête publique à la fin de l'année civile. Donc très bientôt notre PLU sera fait et il y aura nécessité de reprendre dans le SCOT un gros morceau qui est, souvenez-vous, cette réflexion sur le plateau agricole de Saint-Leu avec une zone entre les deux méthaniseurs, celui qui est sur Saint-Leu et celui qui est sur Cramoisy, qui pourrait donner lieu un jour au développement d'une zone agro-industrielle avec différentes activités tournées autour de la transformation alimentaire et avec la nécessité de faire un nouvel axe routier qui partirait du petit terrain, du hameau du petit terrain et qui grimperait sur ce plateau. Donc ça a été pris en compte dans une cartographie du SCOT, mais nous souhaiterions que ce soit précisé dans un texte. Ensuite, il y a le rappel que nous avons également à moyen terme 2 projets de parcs photovoltaïques, l'un sur l'ancienne friche industrielle de la centrale thermique, l'autre sur une future ancienne carrière dont la fin du remblaiement a été un peu repoussée à 2027, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle assez récente. On pourra y revenir. Donc en tout cas, nous prévoyons de préciser tout ça. De même, en termes de mobilité, nous remettons le couvert sur la plaie que représente le trafic de transit de poids lourds qui notamment ajoute des contraintes de traversée sur le chemin départemental 92 et sur le chemin départemental 44. Donc nous redisons toutes les actions que nous avons déjà prises, mais nous souhaitons un soutien intercommunal pour envisager des délestages, des schémas alternatifs au fait de passer chez nous. Ensuite, il y a le rappel que nous avons élaboré un plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics et que nos efforts et aussi ceux de l'AXO nous permettent quand même de déployer un réseau d'arrêts de bus qui sera de plus en plus accessible aux personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, dans les travaux qui se feront dans les prochains mois, il y aura la mise en accessibilité de l'arrêt de la gare et aussi un arrêt à la Croix-Aude avant la fin de l'année civile. Ensuite, dans les zones d'activité, dans les zones de mobilité, pardon, je vais vous passer ce point, et dans la logistique urbaine également. Voilà, donc c'est un avis favorable, hein, j'aurais dû le dire dès le début, qu'il vous est proposé d'émettre avec non pas les réserves, mais les précisions que je vous ai résumées. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques après cette longue présentation? J'en suis désolé. Je vous ai assommé. Des votes contre?
Des abstentions. Merci à vous. Je repasse le flambeau à Laurent Tarassi pour le point 12. Merci Frédéric, je donne le deuxième coup de massue, moi. Donc là, c'est un point qu'on ne votera pas. C'est une présentation en fait, du rapport social unique que vous avez en pièce jointe, bien sûr. Donc ce rapport social unique est devenu un document annuel obligatoire qui permet de présenter, alors qui est d'abord présenté aux membres du comité social territorial, le CST, composé d'élus et de personnel. Il y a une diffusion bien sûr publique. À travers ce RSU, on peut évoquer du coup tout ce qui est caractéristique des emplois et la situation des agents relevant du CST. On peut comparer au sein de la collectivité femmes et hommes et voir à quel nombre et à quel emploi les uns et les autres adhèrent. On a des données relatives à l'absentéisme pour maladie, accident de service, les dispositifs de formation, tout ce qui est mesures relatives à la diversité, lutte contre la discrimination et l'insertion professionnelle, et aussi personnes en situation de handicap, et puis un point sur les dépenses de personnel. Les effectifs, vous avez un tableau qui permet de constater que de 2022 à 2024, là sur les 3 dernières années, en effectif, on a augmenté un petit peu en nombre de personnel et en ETP un petit peu plus. Cela est dû notamment à une volonté, bien évidemment, de la collectivité de vouloir assurer des services de qualité. Frédéric parlait il y a encore quelques minutes de rétrocession et de récupérer toute la zone du Clos Vert. Évidemment, c'est forcément de l'entretien et certainement du personnel supplémentaire, en tout cas du temps de travail supplémentaire. Vous allez voir, à un moment donné, on va se pencher spécifiquement sur... on l'a ici, de toute façon, sur ce tableau-là. Si on regarde la partie service technique, par exemple, vous voyez qu'en ETP, on est passé de 31 en 2022 à 30 en 2023, et là, on est à presque 34 en 2024. Voilà, donc il y a forcément une logique à tout cela. Les services où il y a eu quelques petites augmentations, si on fait un petit clin d'œil, donc les services techniques, il y a eu une baisse par contre, culture événementielle, une baisse de 1 ETP. On a aux finances, alors on remarque une hausse de 1 ETP, mais en fait au moment du décompte, ça se fait à la fin de l'année, au 31/12/2024, on avait un agent qui était en tuilage en fait, donc l'autre agent depuis est parti et ils sont bien redescendus à 3. Bon voilà, c'était un petit peu les clins d'œil sur cette partie effectif. Un petit comparatif qui est intéressant quand même, c'est sur la page d'après. En fait, on se trouve à l'intermédiaire entre deux strates qui sont étudiées et regardées. Il y a la strate des communes de 3500 à 5000 habitants, et puis il y a la strate des communes de 5000 à 10 000 habitants, à 9 999 exactement. Et nous, on est pile au milieu. On voit que le taux standard sur la strate inférieure, c'est 12,8 ETP pour 1000 habitants, et sur la strate supérieure, c'est 14,8 ETP pour 1000 habitants. Si on fait une moyenne de tout ça, en gros, pour 5000 habitants, il faudrait 69 ETP, quand nous, on est à 96. Donc vous voyez qu'il y a quand même une marge très importante au-dessus. Voilà. On l'explique évidemment par un service culture très développé qui propose des événements régulièrement, etc. Quand d'autres villes font beaucoup moins que nous. J'ai parlé des services techniques, etc. etc. D'accord ? Donc c'est une volonté politique quelque part. Si on regarde les effectifs, on peut différencier les fonctionnaires des contractuels. Et on voit, grosso modo, qu'on a depuis 2023 peut-être une augmentation du nombre de contractuels, mais ça se joue à la marge par rapport aux fonctionnaires. En gros, c'est 1/4 de contractuels pour 3/4 de fonctionnaires. Sur la pyramide des âges, on a une moyenne d'âge qui tourne autour de 43,5 ans. Et même si on a 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes dans la collectivité, l'âge moyen des femmes et l'âge moyen des hommes, c'est vraiment très très similaire. Donc en gros, 43-44 ans. La moyenne d'âge est constante par rapport à 2023. Et si on fait un petit focus sur le comité de direction,
qui contient 11 personnes. Alors, on est un peu plus à l'équilibre, hein. Il y a 5 hommes pour 6 femmes. Toujours plus de femmes, mais en tout cas, moins que 2 tiers, 1 tiers. Sur la pyramide des âges, quels sont les services où on a beaucoup plus de femmes que d'hommes? On a le service EJS, le pôle solidarité, le service général et citoyenneté et la communication, où les femmes sont largement majoritaires. On passe à l'absentéisme. L'absentéisme, entre 2023 et 2024, on a eu une hausse de la maladie ordinaire, légère hausse, une diminution de la longue maladie et notamment parce qu'il y a eu une requalification de cette dernière en longue durée pour certains agents. Bon voilà, c'est un petit artifice. Bon voilà, le point qui est intéressant, c'est le nombre d'accidents du travail qui est relativement bas quand même en nombre d'agents touchés, hein. C'était 2 en 2023, 3 en 2024. On a eu par contre un petit peu plus de jours qui étaient liés à ces accidents du travail sur 2024. Sur la page d'après, on remarque que, en revanche, ces accidents du travail ne sont quasiment pour la plupart pas liés du tout à la fonction, au travail en lui-même en fait. Ce sont des accidents qui auraient pu tout à fait subvenir dans la vie de tous les jours. Des chutes de plein pied avec des nivellations sur un trottoir ou des faux mouvements ou des choses comme ça. Il y a très très peu de lien avec la spécificité des missions des agents. Voilà sur la partie absentéisme. La page d'après, je n'ai pas grand-chose à vous dire. On a ensuite, par service, le suivi de cet absentéisme sur les 3 années. Je n'ai pas d'informations particulières. On peut passer à l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle, alors en fait, on a 2 sujets. On a un sujet qui touche tout ce qui est notamment l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Dans la collectivité, ça se situe à 6% de l'effectif total, c'est-à-dire en gros 6 personnes. En 2023, par exemple, on n'en avait pas 6, on n'avait que 5 personnes. Et quand on n'atteint pas le taux prévu, évidemment, on a une taxe variable en fonction donc, des agents qui sont déclarés RQTH. On paye une taxe. Vous voyez que cette taxe, par exemple, en 2023, elle était de 4 600 €. En 2024, on a atteint le taux souhaité, c'est-à-dire 6 personnes. Et au regard de ça, on a des dépenses, bien évidemment. La collectivité s'engage à faire les dépenses nécessaires à ce que l'agent en question puisse réaliser son travail et ses missions correctement dans un environnement qui lui soit favorable. Bon, vous voyez qu'en 2024, ça n'a rien coûté du tout. Sinon, la plupart du temps, il s'agit d'achats de matériel ergonomique, tels que des fauteuils, supports, souris, etc. Et puis, la plupart du temps, liés à des préconisations que les agents ont à la suite des visites médicales du travail. Voilà. Le deuxième point, sur cette notion d'insertion professionnelle quand même, c'est le clin d'œil qu'on peut faire avec notre partenariat avec l'association Un Château pour l'Emploi, qui nous permet d'avoir un chantier d'insertion sur la commune, bien évidemment. Ce chantier d'insertion contient 44 personnes en 2024. C'est un renfort clair pour le pôle technique. Il nous aide vraiment beaucoup sur des missions d'espace vert, sur des missions de rénovation, par exemple, à la résidence autonomie ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très intéressant. Dans ces 44 personnes, nous avons 10 lupoviciens. Et puis, petite info, ça représente grosso modo un petit 80 000 €. Voilà, d'investissement pour la collectivité. Dans ce RSU, nous avons aussi un point sur la formation. Formation qui, globalement, à Saint-Leu, alors, elle est réglementée déjà. C'est 3 stages maximum, 10 jours maximum par an par agent, tout ça, avec la possibilité d'en faire 2 avec un organisme qui s'appelle le CNFPT et un hors CNFPT. Il y a des axes qui sont définis, bien sûr, des thématiques, on va dire, sur le plan de formation à Saint-Leu-d'Estran. Les 4 axes en question sont la culture commune de la fonction publique et outils fondamentaux, le management, la prévention des risques professionnels, hygiène et sécurité, et le développement des compétences métiers.
Vous avez le détail de ce qui a été fait par service, par agent sur 2022, 2023, 2024. Je vous laisserai en prendre connaissance tout seul. À savoir que sur 2024, il y a eu une diminution de stages qui n'a non pas été due par un moindre engagement ou inscription des agents, mais plutôt à des annulations de sessions qui ont eu lieu de façon considérable et une hausse de ces annulations. Il y a plutôt une bonne dynamique sur tout ce point formation, et notamment parce qu'on est complètement intégré dans le plan de formation intercommunal avec l'AXO, et donc qui relie bien sûr les 11 communes de l'AXO, de l'agglomération, et qui définit des axes de travail qui sont très pertinents pour toutes ces communes. Voilà, vous avez ensuite des détails sur les formations par service, etc. Ensuite, on passe aux avancements de grade. Donc il y a des avancements de grade qui ont été demandés en 2024, un peu plus nombreux que ce qu'ils n'avaient été en 2022 et 2023. Et sur 11 dossiers, 9 ont été acceptés. Il y a également en parallèle des promotions internes. Et de la même façon, en 2024, on en a demandé plus. En revanche, 0 ont été réalisés. Les dépenses de personnel, pour terminer. Des dépenses de personnel, donc elles s'élèvent aujourd'hui à 4 247 561 € à la fin de la réalisation 2024. Vous voyez que c'est une augmentation encore par rapport à 2022 et 2023. On avait réussi à stabiliser un petit poil en 2023, voire même à diminuer un tout petit peu. Bon, on est reparti un petit peu à la hausse. Et l'explication de cette augmentation, c'est notamment tout ce qui est reclassement indiciaire, augmentation du minimum de traitement et hausse du point d'indice qui sont arrivés dans les années. Dès 2024, on a eu une première augmentation qui est répercutée encore plus forte sur 2025. Donc évidemment, ça fait des augmentations. Les services, par exemple, si on doit mettre aussi un petit point sur les services qui ont eu une petite augmentation d'un point de vue charge de personnel entre 2022 et 2024, on voit que la communication est concernée, le service EJS, le service finance, on a le RSI qui existait en 2022, qui n'existait plus en 2023, et on a recruté à nouveau en 2024 pour assister nos services, le RSI, le service solidarité, le pôle solidarité également, et le pôle technique, bien sûr. S'il y a plus de personnel, il y a forcément plus de charges de personnel. Voilà. Il y a un ratio qui est suivi aussi, qui est intéressant. C'est le ratio des dépenses de personnel par rapport aux dépenses courantes globales. Et donc ce ratio, globalement, sur nos strates, devrait être autour de 52%, et nous, on voit qu'on est à 58%. Bon, tout ça, c'est finalement assez logique. Hein. Si on a plus de personnel que le petit indicateur que je vous ai donné tout à l'heure, bah forcément, ça se retrouve aussi dans les charges de personnel à l'arrivée. Hein. On est à 58%. En revanche, vous voyez qu'il y a depuis 2022, 2023, 2024, il y a une baisse. Et ce ratio se rapproche, grosso modo, du ratio prévu. Donc voilà, l'augmentation ne s'arrête pas, n'est pas contenue, elle continue un petit peu. Par contre, le ratio, cet indicateur-là, va dans le bon sens, on va dire. Voilà pour cette partie RSU. Merci Laurent pour cette description très complète. On voit bien que là, c'est un suivi très moderne et précis de l'ensemble de nos indicateurs dits sociaux. Alors, si je dis comme une entreprise, ça ne veut pas dire qu'on assimile nos activités et nos modes de fonctionnement à une entreprise. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que beaucoup de choses sont suivies, que ça nous a permis de professionnaliser un certain nombre de pratiques de ressources humaines dont on a parlé régulièrement ici même. Est-ce qu'il y a des questions sur cette approche et ce bilan? Attends, parce que c'est fait pour aider au compte-rendu. Non, juste une remarque, c'est qu'on augmente les frais de personnel, mais qu'en même temps, on a une baisse des dotations, donc il y a un moment, ça deviendra compliqué. Alors, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'effectivement,
on passe de plus en plus de temps à résister à d'autres augmentations et qu'on regarde de plus en plus précisément les marges de manœuvre qu'on aura dans les prochaines années, en fait. Alors, le premier réflexe, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout à fait une entreprise, c'est de se demander si nos dépenses sont efficaces et efficientes. C'est-à-dire que les services que nous mettons en place, qui peuvent amener à une augmentation, sont-ils vraiment rendus et touchent-ils leur cible? Ça, c'est toute une démarche d'évaluation que nous développons, et Laurent pourra en parler au niveau de ce qu'on appellerait le contrôle de gestion public. Le deuxième réflexe, c'est de se dire, est-ce que nos dépenses sont efficientes, c'est-à-dire est-ce qu'elles ne coûtent pas trop cher par rapport, est-ce que même si le résultat est atteint, ça ne nous coûte pas trop cher par rapport à l'argent qu'on y met, en fait. Et on a eu des démarches comme ça, y compris au niveau des manifestations, où on essaie de se demander combien de personnes sont touchées dans la commune, en dehors, est-ce que ça participe à notre image, etc. Donc il y a des démarches à ce niveau-là. La difficulté, c'est qu'effectivement, la difficulté, ce qu'il faut dire, c'est qu'on fait déjà des efforts pour, pas forcément diminuer les dépenses de personnel, mais diminuer nos autres indicateurs financiers qui pourraient être négatifs. Je rappelle, puisqu'on faisait le calcul récemment, qu'on terminera l'année 2025 avec 1 million d'endettements de moins qu'en 2018, qui est une date que je prends comme référence au hasard. Ça veut dire quand même que la diminution de l'endettement d'une collectivité, c'est possible et que ce n'est pas si fréquent de nos jours. Oui, non, c'est exactement ça. En fait, on essaye systématiquement d'optimiser et de faire un bilan. Alors Frédéric parlait, c'est un bon exemple, de tout ce qui est événement, par exemple. À chaque fois, de se dire, tiens, combien ça nous a coûté. On essaie d'évaluer constamment combien de personnes ont été concernées par cet événement. Et du coup, ça nous aide à la validation de on recommence cet événement, ou on en crée un autre, ou on développe un autre qui est plus pertinent, ou on s'arrête parce que c'est pas la peine. Est-ce qu'on diminue? Enfin bon, il y a systématiquement tout au long de l'année ces discussions et ces analyses qui sont faites pour essayer d'optimiser. Maintenant, je te rejoins, Frédéric. Hein, les dotations baissant, l'autre Frédéric, ouais. Non, mais sur sa remarque, les dotations baissant de façon irrémédiable année après année, il va certainement falloir à un moment donné se poser des questions peut-être plus difficiles, plus compliquées en termes de gestion, et faire des choix. Voilà, faire des choix. Non, c'est clair. Je rajouterais sur la vision des services techniques. On a fait le choix sur certains services, bâtiments, espaces verts, d'avoir du personnel parce que ça permet de faire les travaux en régie, en intraitance, et en contrepartie, on ne fait pas appel à des sociétés extérieures. Donc effectivement, ça fait des frais de personnel, mais d'un autre côté, on économise aussi des frais de prestation, de sous-traitance, avec des entreprises qui prennent aussi leur marge au passage. Donc bon, là, c'est difficilement un chiffrage là, à l'instant T, mais c'est des calculs aussi à prendre en compte dans nos choix d'avoir du personnel. Justement, par rapport à ça, vu qu'il y a un nouveau logiciel au niveau des ST, justement au niveau de l'affectation des tâches, il me semble, c'est ça, hein, je ne sais plus comment il s'appelle le logiciel. Il y a un logiciel au niveau des ST, justement, qui sert à déterminer un planning d'intervention. C'est ça, oui. Donc vous avez pu maintenant déterminer pour certaines tâches combien de temps ça prenait à faire. Par exemple, le ton d'une certaine pelouse, on sait combien de temps ça prend. Enfin, je dirais que le planning, vous le faites quand même à partir de ça maintenant. Alors, on est en pleine appropriation du logiciel, de l'outil. C'est pas encore complètement maîtrisé. Frédéric travaille beaucoup à essayer de convaincre et à faire en sorte que cet outil devienne notre outil de pilotage prioritaire. Mais effectivement, à terme, ça devrait pouvoir nous donner des indications clairement sur l'optimisation et le temps que ça prend, le coût que ça peut avoir, etc. Non, parce que j'imagine que
depuis le temps, les jardins, c'est toujours les mêmes, enfin, les pelouses, c'est toujours les mêmes. Ils doivent quand même avoir une idée de comment j'affecte mes équipes et combien de temps ça prend de faire une tâche. Et ça permet de faire un calcul, passer par des prestataires. Les prestataires, par contre, il n'y a pas de malade, quoi. Ils sont là. Alors, en fait, c'est un exemple intéressant, mais vous n'incluez pas dans les calculs les arrêts maladie, quoi, c'est ça que je veux dire. Il faut élargir un peu. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à l'aune de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'efficacité, sur l'utilisation des logiciels métiers, et il n'y a pas que celui-là, il y en a une vingtaine dans la mairie. Donc on se doit toujours de les utiliser à plein et d'aller jusqu'au bout de la démarche qu'ils permettent, c'est-à-dire de gagner du temps en fait. Non pas pour économiser toujours des dépenses de personnel, mais gagner du temps et de la qualité de travail et de la reconversion du temps vers autre chose. Et ça, c'est pas que au service technique, c'est partout. Le logiciel Atal, comme on dit, effectivement est spécialement ambitieux puisqu'il permet un suivi permanent de ces centaines et centaines de tâches qui arrivent, qui repartent, qui sont accomplies, mais qui sont remplacées par d'autres. Et c'est avant tout, non pas, je dirais, à titre principal, un outil pour savoir exactement à la minute près combien de temps prend telle tâche, mais avant tout, pour ne rien perdre, donc assurer un bon service à la population par rapport à toutes les demandes, ne rien perdre, ne pas s'y remettre à plusieurs fois pour une même tâche, être sûr qu'elle a été bien prise en compte, pas oubliée, et bien réalisée, de manière à ce que ceux qui sont à l'origine des demandes soient informés. Voilà. Donc là, pour l'instant, on parle de modernité. Mais il est vrai que le but de tout logiciel est de permettre de gagner du temps et de mieux travailler. Voilà. J'imagine que c'était par rapport aux demandes qu'il y avait d'intervention, nous en tant qu'élus, ou les particuliers qui voulaient une intervention parce qu'il y avait une panne particulière, parce qu'il manquait quelque chose à tel endroit et qu'il fallait arriver à l'inscrire dans des plannings qui étaient déjà complets. Et en général, il y avait des tâches qui étaient oubliées ou qui étaient oubliées, quoi. Et pour finir, ou en tout cas continuer sur la réflexion sur les frais de personnel, d'abord, ils sont quand même précisément évalués. Là, il y a eu un petit dépassement, mais c'est rare. Et on sait exactement pourquoi. Et il faut voir l'ensemble des charges et pas simplement les frais de personnel. On a aussi des investissements qui permettent de réduire les charges, et notamment tout ce qui est isolation des bâtiments. Et on continue encore, puisque dans les travaux qui vont sortir très bientôt, il y a par exemple la toiture de l'école de musique qui permettra aussi de diminuer les charges d'énergie. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est en diminuant les charges qu'on pourra faire n'importe quoi en termes de frais de personnel. Mais il faut quand même bien appliquer notre vigilance à l'ensemble des charges et pas que aux frais de personnel, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce sujet intéressant? Je n'en vois pas. Donc, comme Laurent l'a dit, nous prenons acte, c'est ça, de la présentation de ce rapport. Sur le point 13, le tableau des effectifs, le péché mignon de Laurent. Ça va être très bref, j'en suis triste d'avance. En fait, il s'agit simplement d'ajouter un poste et de supprimer celui qui est quitté. C'est pour la même personne et ça fait suite à un avancement de grade en 2025. Donc on crée le poste adjoint technique principal de 2e classe et on supprime le poste d'adjoint technique. Voilà, nous vous proposons d'accepter. Effectivement, merci. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On entre dans la partie qu'on appelle intercommunale, puisque vous vous souvenez, on essaye à chaque fois de distinguer les décisions proprement communales et celles qui peuvent être prises ou par des organisations dont nous faisons partie, mais certaines ne se font que si nous en sommes d'accord, et c'est le cas de la délibération numéro 14 sur un éventuel transfert de la compétence gaz, de notre compétence gaz, au syndicat d'énergie de l'Oise. C'est Eric Muller qui va nous en parler très bien, et notamment d'une réunion récente que nous avons eue. Merci Eric.
Donc effectivement, le point 14, transfert de la compétence gaz. Donc c'est un point qui concerne le SE60 encore. Je vous en parle régulièrement pour les questions d'éclairage public ou d'électricité, pour les achats de fournitures gaz et électricité aussi. Mais là, cette fois-ci, quand on parle de compétence gaz, c'est la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique de gaz. Autrement dit, c'est la gestion des canalisations de gaz sur notre commune. Actuellement, il y a un contrat de concession communal qui arrive bientôt à échéance. Il y a beaucoup de contrats de concession qui arrivent à échéance sur l'ensemble du département de l'Oise. Et le SE60 propose de récupérer la gestion des réseaux gaz sur l'ensemble des communes adhérentes. Il y aurait à cela plusieurs avantages. Un des premiers, c'est un meilleur contrôle de GRDF, notamment pour tout ce qui est travaux de rénovation et de renouvellement des canalisations. Le fait d'avoir un seul contrat de concession sur plusieurs communes, ça permettra au SE60 d'avoir une vue d'ensemble de tous les travaux nécessaires et d'organiser au mieux ces travaux et définir ce qu'on appelle justement un plan de renouvellement qui sera adapté vraiment aux besoins de chaque réseau. Actuellement, ça permettra aussi une meilleure gestion administrative de ces réseaux, une meilleure veille réglementaire. Actuellement, c'est mieux géré quand une seule personne dans un grand syndicat gère un sujet sur l'ensemble d'une commune, d'un réseau de communes, plutôt qu'une personne dans chaque commune gère ce petit sujet. Actuellement, c'est les services techniques. On peut s'améliorer sur le sujet en transférant cette compétence. Autre avantage, c'est comme je vous disais, ça permettra aussi de mieux anticiper les travaux que GRDF pourrait faire sur nos réseaux, et notamment pour que ce soit en cohérence avec nos travaux, nos programmes de voirie, de réfection des enrobés. Donc voilà, j'ai essayé de simplifier au mieux ce point-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je dirais qu'avant tout, au-delà de ce que tu as très bien dit, on est toujours vigilant à l'idée de transférer une compétence communale. Donc là, c'est vraiment parce que ça a un intérêt de limitation justement de nos tâches administratives pour organiser un appel d'offres entre des producteurs d'énergie. On peut y aller, sauf qu'on reste en contrôle de plusieurs manières. D'abord parce que Eric l'a dit, nos interlocuteurs restent les mêmes, et s'il y a notamment une fuite de gaz, un problème, des conséquences fâcheuses de certaines opérations de travaux, on ne passera pas par le syndicat d'énergie, mais on passera par nos interlocuteurs GRDF habituels. Donc ça, c'était important à vérifier, et c'est pour ça qu'on a demandé au président du SE60 de faire une réunion avec nous pour être sûr de ça. Et puis, il est vrai que c'est un partenaire, le SE60, c'est un syndicat intercommunal, et même quasiment départemental, avec lequel on a travaillé pour le grand chantier, souvenez-vous, de l'éclairage intelligent, qui donne de très beaux résultats indéniablement en termes de réduction de charges, pour le coup, et c'est un bon compromis pour la plupart des quartiers entre la volonté de moins utiliser d'énergie et le maintien quand même d'un certain confort visuel. Par contre, c'est vrai que nous avons été amenés à dire au syndicat d'énergie qu'il faut qu'il travaille encore plus sur son accompagnement des communes, parce qu'on s'est senti pas complètement seul, mais pas forcément accompagné parfois. Donc les choses ont été dites, et là sur le gaz, nous souhaitons, et je
sais qu'Éric y veillera, puisqu'il a quelques responsabilités dans les instances locales du SE60, qui est assez décentralisé, c'est plutôt bien de sa part. Nous souhaitons qu'effectivement, sur ces sujets d'interlocuteurs et de réactivité, il n'y ait rien de changé, parce que autrement, ce serait très désagréable. Donc, normalement, c'est calé comme ça. C'est pour ça que je pense qu'on peut se dire qu'on peut y aller, sous réserve de questions que vous auriez sur ce beau sujet. Alors, dans ce cas-là, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Et il y a un dernier point qui est de mon ressort. Il y a une délibération traditionnelle et annuelle qui concerne des demandes de certains commerces assez structurés d'ouvrir certains dimanches de fin d'année. Il y a un nombre de dimanches qui ne peut pas être dépassé, et je parle bien de toute la journée, je ne parle pas des dimanches matins, là on parle de toute la journée, on ne peut pas dépasser 12 autorisations par année, et cette demande d'autorisation doit se faire l'année N-1, donc là on nous demande quelque chose pour l'année 2026. La décision du maire, au-delà de 5, doit être prise après l'avis de l'AXO, qui l'a donné, favorable. Et donc, il nous est demandé, alors on va être très clair, c'est surtout le supermarché Lidl qui nous demande ce qu'il en est, mais nous demande d'aller dans cette direction, mais une fois qu'on donne cette autorisation, elle vaut pour toutes les chaînes d'un même secteur. Bon, il se trouve qu'on n'en a pas énormément d'autres chaînes à Saint-Leu du même genre, mais ça pourrait servir à tous. Je ne parle pas des commerces familiaux ou à prédominance alimentaire, comme les boulangeries, qui sont ouvertes tous les dimanches. Là, on parle de supermarchés plus importants, et donc la demande de Lidl, c'est 5, 8, 9 dimanches pour 2026, voilà, en novembre et en décembre. Voilà, sachant que nous avons une politique commerciale qui vise aussi à favoriser les commerces indépendants, et ça passera par ces différents locaux commerciaux dont j'ai parlé tout à l'heure avec le projet Jean Massé. Ça passe aussi par un travail très fin à l'occasion de la mise en place de la taxe sur les friches commerciales, un travail très fin avec les propriétaires. On a identifié à qui on parle en leur disant, voilà, si vous pouvez, faites le nécessaire, faites quelques travaux, rafraîchissez votre local, et ça rajoute des sites possibles, puisque nous avons des demandes. Voilà. Les cas que vous connaissez, dont nous avons déjà parlé, se confirment. Retour de l'auto-école, ouverture d'une retoucherie, demain, retour d'un fleuriste, retour d'une agence immobilière. Ça va plutôt dans le bon sens, et ce n'est pas fini. Il y en aura d'autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dernier sujet de la soirée? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses de la part, premièrement, des élus présents? Deuxièmement, y a-t-il des questions diverses de la part de notre public fidèle et qui a doublé aujourd'hui? Je n'en vois pas. Autrement, il faut vraiment bouger les mains. Troisièmement, je vois au moins qu'il y a eu une interrogation sur une demande de rendez-vous, mais je n'ai pas vu sur quel sujet. Est-ce que c'est précisé D'accord. C'est une question qu'on peut citer in extensio. Pourquoi n'y a-t-il pas de dispositif d'accueil pour les jeunes? Donc ça veut dire sûrement les adolescents plutôt.
antenne jeune, maison de la jeunesse ou maison de quartier, et également de l'accompagnement aux devoirs. Alors je me charge de l'accompagnement des devoirs, mais on va l'évoquer, merci Laurent, on va l'évoquer pas plus tard que demain dans un conseil d'école où nous allons avec Christelle. Sur les adolescents, on n'a vraiment effectivement pas développé ce sujet par incertitude sur les besoins réels. Certains adolescents ont plutôt envie qu'on les laisse tranquilles, d'autres pourraient être accessibles à effectivement une démarche collective. Dans certains cas, il y avait un début de contact, et puis quand on demandait qu'il y ait quand même, un peu comme on essaye de le faire avec le conseil municipal des jeunes, on souhaitait qu'il y ait quand même une interaction avec un collectif qui soit représentatif. On n'est jamais arrivé à aller jusque-là. Bon, voilà, c'est une réflexion à moyen terme, avec les limites financières qu'on vient d'évoquer par ailleurs, donc on essaye de ne pas être trop schizophrène. Mais il est vrai qu'on a fait beaucoup plus pour la petite enfance et l'enfance que pour la jeunesse au sens adolescence. Donc ça reste à réfléchir. Maintenant, sur l'aide aux devoirs, grand sujet qu'on a travaillé très précisément, notamment avec le nouvel inspecteur de circonscription. En fait, nous faisons de l'aide aux devoirs, je ne dirais pas sans le savoir, mais d'une manière qui est précise. On fait des devoirs surveillés, mais on ne fait pas des devoirs dirigés. C'est une subtilité importante, c'est que dans nos services à l'enfance, donc le périscolaire du soir, un enfant qui le demande peut être mis à l'écart des autres et du bruit et faire ses devoirs. Par contre, effectivement, nous ne faisons pas de devoirs dirigés, c'est-à-dire que nous ne contrôlons pas ce qu'il a fait et s'il a bien fait. Mais là où le débat mérite d'être repris à la source, c'est qu'il y a quand même une grande incertitude sur la politique de l'éducation nationale concernant ce qu'elle demande en termes de devoirs aux enfants. Jusqu'à une période très récente, et ça a duré quand même des décennies, il ne devait pas y avoir de devoirs. C'est-à-dire que les travaux du soir, c'était uniquement, ou plutôt les seuls devoirs autorisés, prévus, étaient la relecture de textes, la relecture de leçons, mais pas normalement d'exercices écrits nécessitant vraiment une utilisation de l'outil scriptural. Bon, on est en train de se demander si c'est en train de changer. L'éducation nationale nous le précisera, j'en suis sûr, dès demain. Parce que s'il n'y a pas de besoin à la source, il faut qu'on en reste, y compris pour des raisons financières qu'on a déjà exprimées, hein, il faut qu'on en reste aux services qu'on procure actuellement, qui sont déjà bien supérieurs au strict minimum. On a un taux d'encadrement, une qualité du personnel, un projet pédagogique sur le périscolaire du soir. Et ça veut dire qu'il se passe des choses. Si un enfant veut faire ses devoirs, on prévoit de le laisser tranquille, c'est déjà important. Et on surveille le fait qu'il peut être tranquille, mais effectivement, pour l'instant, on ne prévoit pas d'aller au-delà et de diriger cette opération. L'idéal, c'est qu'il commence à réviser ses devoirs et qu'il puisse interagir avec ses parents juste après la fin du périscolaire, en sachant, on a eu des chiffres que très peu d'enfants restent jusqu'à la fin du périscolaire. Voilà. Donc, je voulais un peu repréciser tout ça. Et puis il y a une demande de rendez-vous, mais si on peut avoir des précisions sur le sujet, il y a peut-être eu un oubli sur une interaction, mais je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur la jeunesse et sur l'aide aux devoirs ? Alors, sur l'aide aux devoirs, oui, il y a, sauf erreur de ma part, 1 ou 2 ans, suite à la demande de parents d'élèves de l'école du Haut, on avait fait un sondage auprès des familles pour connaître le nombre de familles intéressées par des études surveillées. Et il s'est avéré qu'il n'y avait que très très peu de familles qui étaient intéressées sur la commune. Donc c'est pour ça aussi que ça n'a jamais été mis en place. Et il est vrai que jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, les devoirs écrits semblaient être interdits. Donc
il n'y avait pas lieu d'en mettre. Concernant la jeunesse, les réunions que nous avons eues avec les parents d'élèves élus sur ce sujet n'ont jamais abouti. La dernière qu'on a eue, les parents n'étaient pas tellement favorables à ce qu'il y ait un local parce qu'ils avaient une crainte que ce soit un local qui soit exclusivement sur des jeux vidéo, des choses comme ça, et ça ne les intéressait pas du tout. Après, c'est un sujet qui pourra éventuellement être repris par la prochaine équipe municipale. Donc ça, il n'y a rien de fermé. C'est ça. Voilà, donc nos réponses aux questions via les réseaux sociaux. S'il n'y a rien d'autre, je propose de refermer la séance, de la clore, et très bonne fin de soirée. À très bientôt.